Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Bienvenue au musée de l'Orangerie. Vous êtes philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et autrice de nombreux ouvrages. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Nous sommes ici dans les grandes salles dédiées aux décorations du peintre Claude Monet et qui clôturent l'immense cycle qu'il a réalisé sur le thème des nymphéas, puisque c'est plus de 100 mètres linéaires de peinture qui nous entourent dans ces deux grandes salles. Ce musée de l'Orangerie, qui est situé au cœur de Paris, en bord de Seine, accueille et devient l'écrin de l'Ultime Testament de Monet, qui est une œuvre qui est à plusieurs titres universelle, et elle est aussi un symbole extrêmement fort, un symbole de paix notamment, puisque l'histoire en fait de cette installation à l'Orangerie commence avec une lettre restée célèbre, une lettre datée du lendemain de l'armistice de la Première Guerre mondiale et par laquelle Monet fait la donation des 2 premiers panneaux. Il nous dit, à ce moment-là, « Cher et grand ami », il s'adresse à son ami, donc le politicien Clémenceau, « Je suis à la veille de terminer 2 panneaux décoratifs que je veux signer du jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. » Selon vous, l'art et la beauté sont-ils réparateurs ? Oui, je crois que définitivement, et puis vous l'avez dit avec cette œuvre monumentale, presque on pourrait parler d'une œuvre-vie, d'un jardin-tableau, d'un tableau-jardin, on y reviendra parce que c'est un dispositif total. Je pense que c'est absolument déterminant de comprendre que là, il y a une révolution majeure dans la peinture, dans l'art, par Monet. Vous avez parlé de la fonction réparatrice de la beauté, on peut parler d'une fonction phorique, de phorein, en grec, qui veut dire une enveloppe. Et comme par hasard, c'est une enveloppe. Il y a un système panoramique là qui nous entoure. Et je pense en fait, il y a une double réparation. Déjà par le fait qu'il va se concentrer, vous l'avez dit, sur les nymphéas. La beauté, la paix, l'harmonie, et c'est l'antinomique direct, le calme, l'apaisement, c'est l'antinomique direct de ce qui se vit à l'extérieur, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, mais fondamentalement, au loin, le tragique de l'humanité. Comme si il venait, par ces images comme ça antinomiques, produire une contre-réalité, mais qui est la vraie réalité, d'une certaine manière, celle qui porte les êtres humains à continuer, à vivre, etc. Est-ce qu'il l'avait conscientisé ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a toujours une résistance comme ça qui se joue dans les œuvres d'art, mais il y a une autre lame de fond qui est celle de la question de la cécité. Il s'est fait opérer plusieurs fois de la cataracte. Il commençait à perdre son autre outil, c'est-à-dire sa capacité de voir. Et c'est fantastique que cette œuvre-là, elle est presque une ode à la vision. On a le sentiment qu'il n'y a plus de frontières entre ce qui est vu, ce qui voit. Je crois que quand on voit les nymphéas, on réapprend à voir. On voit ce qu'on n'a jamais vu et en même temps, on ne sait pas ce qu'on voit parce que c'est tellement dilué. Mais c'est peut-être par sa cécité, par cette dilution de sa propre vision qu'il est capable à la fois de saisir cette espèce de pixelisation du monde où c'est flou absolument superbe et de peut-être nous dire mais en fait c'est ça. La réalité, ça se voit comme ça, alors même que nous avons tous des yeux à peu près corrects et puis on voit strictement rien, quoi. Bon, voilà, donc il y a un retournement comme ça que l'art seul sait faire, c'est-à-dire à partir de toutes les vulnérabilités des hommes, trouver le levier vers l'immensité, vers le fait que l'art dit mieux le réel que la nature elle-même. Et ça, c'est une des prérogatives des très très grands. Je
pense que pour un peintre, être touché sur les yeux, c'est ce qu'il y a absolument de pire. Bah, c'est vraiment, oui, là on a un sentiment de trahison, j'imagine, mais en aucun cas ça l'empêche. Ça c'est très certain et au contraire ça produit un viatique d'une finesse, parce que ces panneaux sont d'une absolue beauté, subtilité, variété et cetera. Et très sincèrement, je pense malgré tout que la conscience fine de sa vulnérabilité l'emmène à ce niveau de perception, si vous voulez, à ce niveau d'exigence. Parce qu'il est tellement conscient d'un affaiblissement qu'il doit certainement produire en lui comme une force compensatoire d'aller chercher ça. Et d'ailleurs, dans sa correspondance avec Clémenceau, où il dit vraiment « je n'y arriverai pas », enfin, et Clémenceau, dans sa générosité d'amitié et son admiration, lui rappelle que précisément, depuis toujours, il lui a appris la lumière, il lui a appris comment voir. Qu'est-ce que c'est aussi d'apprendre à voir au travers d'un tableau? Et là, je me souviens donc de Bachelard, qui a pas mal, comment dire, que ce soit, je sais pas moi, dans L'eau et les rêves, que ce soit dans sa poétique de la rêverie ou sa poétique de l'espace. Il a parlé de Monet pour dire avec Claudel comment, par exemple, c'était des termes que vous trouvez chez Claudel et qui sont redits dans Bachelard, comment le vrai œil du monde, c'est l'eau. En fait, la nature a besoin de l'homme pour être vue et l'homme a terriblement besoin de la nature pour, à un moment donné, prendre conscience de lui-même. Ça me permet peut-être juste de faire un petit point historique sur la manière dont Monet en fait va prendre racine à Giverny après plusieurs lieux de villégiature. Il a toujours été assez proche de la Seine, hein, que ce soit dans la capitale ou plus proche de la Normandie, dont il était originaire. Et donc l'eau, effectivement, va jouer un rôle absolument essentiel tout au long de sa vie, et les variations atmosphériques de l'air et de l'eau conjuguées seront la quête, j'allais dire, de toute sa vie. Ce cycle des nymphéas va clôturer merveilleusement cette recherche. Je voulais aussi revenir peut-être et rebondir sur toujours cette amitié avec Clémenceau qui, je pense, l'a immensément soutenu en fait pendant ces années très difficiles, ces années de doute. Et à ce propos, je voulais citer un des très beaux passages de la correspondance où Clémenceau lui écrit un jour d'avril 1922, alors qu'il travaille avec acharnement sur les panneaux: « Je vous aime parce que vous êtes vous, et que vous m'avez appris à comprendre la lumière. Vous m'avez ainsi augmenté. Tout mon regret est de ne pouvoir vous le rendre. Peignez, peignez toujours, jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux. » Bon, c'est magnifique. Et puis ça montre que la filia, hein, l'amitié, c'est un principe d'augmentation de l'autre. Ça rappelle aussi souvent que nous avons besoin des autres pour prendre conscience de notre propre talent. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire pas simplement de la grande amitié entre deux grands hommes. C'est quelque chose qui est vrai de l'amitié tout court, hein. Donc c'est vraiment, comme disait Sénèque, c'est une vertu qu'il ne faut jamais laisser inactive. Comment donc s'installe-t-il à Giverny? Eh bien, dès les années 1880, il ressent le besoin effectivement de changer de lieu de villégiature, et à partir des années 1890, alors qu'il fait l'acquisition de cette propriété de Giverny, il décide d'aménager un bassin d'eau. Alors c'est un bassin artificiel, et ça c'est important de le rappeler. Il va détourner un petit cours d'eau pour créer ce bassin et finalement créer le motif de son œuvre pendant plus de 30 ans. Ce bassin va devenir effectivement le sujet de plus de 250 peintures, ce qu'on appelle le cycle des nymphéas, qui commence au milieu des années 1890 et qui se poursuit jusqu'à sa mort en 1926. Il en avait l'idée assez vague dès la fin du 19e siècle. Il avait pensé tout d'abord à une salle circulaire où les compositions s'arrêteraient à mi-corps. Et finalement, c'est un projet qui a été un petit peu oublié, et il a
produit de nombreuses peintures sur ce thème, mais qui ont été exposées comme des tableaux, en fait. Et puis est venu le temps où il a voulu se mesurer à des toiles beaucoup plus grandes. Il existe une quarantaine de très grands formats autour du cycle des nymphéas. Mais la particularité de ce site de l'Orangerie, c'est qu'il a non seulement créé la peinture, mais qu'il a imaginé l'architecture qui va avec et le parcours du visiteur. Et juste avant même d'ailleurs de rentrer dans ces deux grandes salles de peinture, il y a un espace vide, un espace de respiration comme un sas, qui nous permet ensuite de sortir presque du monde moderne et d'apprécier ensuite la peinture comme dans un autre espace. Un espace entre la nature et la culture. Oui, je pense que ça, c'est essentiel de voir que l'art nous invite à produire une autre manière d'être, une autre disposition de soi-même, un autre ethos, que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous emmène dans un autre espace-temps, qui est l'espace-temps du réflexif, du retour sur soi, qui est potentiellement un espace-temps qui peut dialoguer avec le sacré, qui peut dialoguer avec le spirituel, qui bien évidemment dialogue avec la sublimation, mais en tout cas qui offre à l'homme la possibilité de produire, d'être en réflexivité sur soi-même et bien évidemment en totale reliance entre guillemets avec le monde, avec l'environnement autour, parce qu'on est terriblement poreux quand on est justement au musée ou face à des grandes œuvres. Il y a une transformation de soi qui va exister. Et donc si on arrive avec trop de bruit, trop pollué, ben on passe à côté de la possible transformation de soi-même. Le jardin d'eau de Giverny, c'est un jardin particulier. C'est un jardin qui a effectivement ce très beau pont à la japonaise et en même temps qui a ces essences de plantes ou de fleurs qui viennent de loin, comme ces iris ou les nénuphars même. Heu, c'est un jardin, par ailleurs, qui a aussi de très nombreuses essences locales. Il y a vraiment cette idée d'hybridation, très, très forte dans le jardin de Monet et qui fleurit aussi, en fonction des saisons. C'est un jardin qui, n'a jamais, même au creux de l'hiver, n'est jamais triste. C'est un jardin qui évolue, sans cesse et qui est toujours, je pense, à chaque saison, une source d'inspiration, renouvelée, pour Monet. On peut peut-être rappeler que le lien au jardin pour l'homme est quelque chose de très important, qu'il y a un effet curateur, qu'il y a un effet thérapeutique, de reliance, bien sûr, à la nature, déjà de compréhension de ce qu'est le premier environnement de l'homme, à savoir la nature, le lien aux saisons, le lien au temps qui passe, le lien au temps de la transformation, le lien au temps cyclique. Tout ça, c'est très important parce qu'encore une fois, nous tous, nous sommes pris dans des pièges d'accélération totale, de désynchronisation, de temps qui file, de temps perdu, de temps dont on n'arrive à rien faire. Et puis, il y a le jardin. Et le jardin, c'est l'inverse de ça. C'est le temps qui fait quelque chose, c'est la graine qui se transforme, c'est la beauté de tous les éléments. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, vous voyez, que des individus qui, en ville, sont extrêmement sensibles à, par exemple, l'absence de soleil, la pluie, dans un jardin, c'est fini. Parce que l'eau de la pluie dans un jardin, mais c'est magique. C'est des reflets, c'est de la beauté. Donc vous voyez qu'en fait, un jardin restaure véritablement une sorte de pacte essentiel entre l'homme et les éléments naturels. Et au lieu que ces éléments naturels soient effractants pour lui, généralement, dans un jardin, il y a un sentiment comme ça de maîtrise, de possible alliance avec la nature, en dehors de toute puissance, puisque ce qui est très intéressant dans un jardin aussi, on met de côté les jardins à la le nôtre, mais dans les autres jardins de type plus, jardin en mouvement, en fait, l'homme est omniprésent et en même temps, l'homme est totalement disparaissant. Et ça produit un grand sentiment de plénitude. On connaît Monet aussi comme un peu l'un des pères fondateurs de ce grand courant qu'est l'impressionnisme et dont l'une des grandes conquêtes, c'est la conquête justement du paysage et de l'instantanéité face au paysage. Cette idée que on arrive à saisir
à l'instantané, ce que l'on ressent, une atmosphère, grâce aussi, j'allais dire, au progrès technique, tout simplement, puisque les tubes de peinture vont faciliter le travail sur le motif, ce qui devient possible à cette période-là. Et Monet, même dans son grand âge, alors même qu'il a fait construire ce très grand atelier dans lequel il a pu mettre ses grandes compositions des nymphéas, eh bien, il n'a jamais abandonné le travail en plein air. Enfin, il alterne les périodes où il travaille devant le motif et les périodes où il va travailler d'après son souvenir. Ce qui m'amène à une réflexion sur le temps qui, à mon avis, se pose lorsqu'on est face à ses œuvres. Oui, alors là, c'est la grande question. C'est, je pense aussi, la grande question de tout grand artiste. Et là, on a fait travailler un instant Monet avec Claudel, avec Bachelard. On peut le faire travailler avec Proust. Il y a une phrase, un motif aussi chez Proust, un motif essentiel qui est un peu de temps à l'état pur. Hein. C'est vraiment, c'est tout ce qui traverse, bien évidemment, la grande œuvre de À la recherche du temps perdu. Et là, on pourrait presque dire que Monet peint le temps, il peint le temps. Alors pourquoi? Parce qu'il fait 2 choses dans un même geste. Il peint l'instant, parce qu'on va peut-être dire quelque chose de cette série. La série permet précisément de dire toutes les variations, tous les instants du matin, tous les instants, tous les reflets, tout l'infini, et cetera. Et ce qui est fantastique, c'est qu'encore une fois, c'est pas simplement qu'une représentation. Il cherche à mettre en présence. Donc nous-mêmes, nous vivons l'instant, on le saisit, mais en même temps, c'est l'éternité. Puisque, si vous voulez, c'est une œuvre monumentale, c'est une œuvre qui se lie avec l'ensemble de son système, c'est une œuvre qui, bien sûr, a voulu peindre le suspens, mais en peignant le suspens, a créé ce geste de toute éternité qui sera là. Et donc, c'est un peu de temps à l'état pur, au sens de l'instant, mais c'est aussi un peu de temps à l'état pur, au sens où j'arrête le temps. Mmh. J'arrête le temps et puis c'est éternel. Et cette œuvre-là, tout d'un coup, c'est l'antithèse de l'effondrement, c'est l'antithèse de la mort, c'est l'antithèse de ce qui file. Hein, et en plus, c'est immersif, c'est très utérin. Donc, bien évidemment qu'il y a quelque chose comme ça d'océanique, d'éternité qui est raconté dans cette histoire-là. On sait que les années 1880 et 1890 ont été ponctuées par ce qu'on appelle les séries de Monet. Alors, il existe plusieurs séries célèbres. On citera par exemple celle des cathédrales, où il va peindre la cathédrale de Rouen dans différentes versions, différentes heures du jour, dans différentes ambiances colorées. Encore les meules de foin, ou les peupliers sur les bords de l'Epte. Et justement, avec ces grands panneaux des nymphéas, c'est comme si on allait au-delà de cette série, au-delà de ce morcellement, et qu'on avait finalement cette volonté d'avoir une sorte de continuum, de quelque chose qui ne s'arrête pas et qui nous englobe totalement. Et là, en fait, c'est comme s'il arrivait à résoudre des décennies de recherche en peinture. Oui, d'ailleurs, je crois ce qu'il avait dit, hein, que c'était une de ses volontés de produire une œuvre sans limite. Je pense véritablement que l'art nous enseigne à voir le monde et qu'il nous faut les artistes justement pour ne pas passer à côté de la beauté du monde. Et il nous faut les artistes pour ne pas passer à côté du temps, si vous voulez. Parce que c'est ça, la majorité d'entre nous, le temps file, le temps est perdu. Le temps est juste un non-allié. Voilà. Et puis arrivent les artistes et ils produisent du suspens. Alors, il y a un petit artiste en nous qui sommeille, je dirais, c'est quand nous tombons amoureux, c'est quand nous aimons. Parce que l'amour produit du suspens. Naturellement, c'est sans doute la version artiste de nous-mêmes. Mais là, l'artiste, c'est celui qui fait de nous l'amoureux éternel du monde et l'amoureux éternel de la beauté du monde. Et l'émerveillement face à toutes les Exactement. choses de la vie et de la nature, effectivement. Voilà, et on sait à quel point, là aussi, grand texte du Thé et Tête de Platon en tête, c'est que l'émerveillement permet
la connaissance permet l'augmentation de soi et qu'en fait l'émerveillement n'est pas du tout un état imaginaire et comment dire de diréliction de délire pour l'homme. Non, il est précisément ce qui permet à l'homme d'advenir à une conscience, à une qualité de perception du monde. Merci infiniment pour cette belle visite au cœur des nymphéas de Claude Monet au musée de l'Orangerie. Merci à vous.